Tout le monde agit comme si tout ce qui se passe était la faute de l'Iran. Eh bien, l'Iran n'a pas commencé cette guerre. Et là, on vous répond, « Ah, mais ils ont commencé cette guerre il y a 47 ans. » Eh bien, c'est pas vraiment vrai. Nous avons décidé que quoi qu'ils proposent, quoi qu'ils défendent, quoi qu'ils veuillent, c'était forcément mauvais, d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons financé M. Saddam Hussein, le président de l'Irak, avec des sommes énormes. Nous l'avons soutenu pour qu'il parte en guerre contre l'Iran, en espérant que l'Iran, affaibli, à genoux, avec la plupart de ses chefs militaires disparus, son matériel vieillissant, serait une cible facile. Et que les Irakiens, grâce à nos brillants conseils, souvenez-vous bien de ça, nos brillants conseils militaires, encore une fois, pourraient rapidement s'emparer des champs pétrolifères iraniens. Et le grand avantage à ce moment-là, c'était que les habitants de ces régions d'Iran étaient pour la plupart des Arabes. Alors il a dit, le nationalisme arabe va triompher et ce nationalisme arabe fera tomber l'Iran. Ça vous rappelle quelque chose? Au final, ça n'a pas marché. En réalité, les Arabes du Khouzistan, qui étaient pour la plupart chiites, pas tous, mais en grande majorité, ont tous décidé que leur citoyenneté et leur appartenance à l'Iran comptaient bien plus pour eux que de livrer leur vie à Saddam Hussein. Tout ce projet a échoué. On estime qu'il y a eu entre 500 000 et 800 000 victimes du côté iranien. Combien sont morts? Certainement quelque part entre 300 et 500 000 Iraniens. Ils se sont battus avec acharnement et au final, la guerre s'est terminée avec l'Iran maître de ses propres ressources pétrolières, ce qui était le plus important. Ils se lançaient des roquettes et des missiles. Aucun de nous n'y a vraiment prêté beaucoup d'attention. On ne regardait que ce que faisait Saddam. Mais encore une fois, les Iraniens ont beaucoup appris de cette guerre. Et nous voilà aujourd'hui. On continue de dire, d'une manière ou d'une autre, que l'Iran nous met mal à l'aise, qu'il représente une menace énorme et que si on ne détruit pas l'Iran, si on ne le met pas sous contrôle, des millions de terroristes vont envahir le monde, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Qui veut ça? C'est une proposition israélienne. C'est un agenda israélien. Et cet agenda est financé par des milliardaires américains qui ont offert la Maison-Blanche au président Trump. C'est bien le minimum, après avoir acheté le Congrès pour servir leurs propres intérêts. Autant acheter la Maison-Blanche aussi. Ils possèdent tout. Oui, ils possèdent absolument tout en ce moment. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Marco Rubio, Pete Hegseth, Donald Trump, J.D. Vance et tous les autres, tous ceux qui restent fidèles jusqu'au bout à l'agenda israélien. Quiconque pense le contraire se trompe. Si vous n'étiez pas quelqu'un qui mettait Israël en premier, vous n'alliez pas avoir de poste dans l'administration. C'est assumé, sans la moindre gêne. Alors, on se retrouve coincé parce qu'on s'est engagé dans une guerre sans vraiment comprendre ce qu'on faisait. Vous savez, l'une des premières choses à faire, c'est de dire « Attendez une minute, on va aller en Iran, c'est bien ça ?» Et quelqu'un dit « On veut le bombarder. » D'accord, mais bombarder quoi? Eh bien, on va bombarder leurs installations nucléaires, on va bombarder ceci, cela, et très vite, la liste des cibles passe de 10 points critiques à 1000. Et puis, vous savez, on se dit, bon, eh bien, ces cibles-là sont détruites. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche d'autres cibles. C'est un peu là où on en est. Et puis quelqu'un dit, et les forces terrestres, alors? Ah, les forces terrestres, ça pourrait vouloir dire beaucoup de pertes, et les Américains n'aiment pas ça. Au passage, on n'a même pas assez d'armées pour faire quoi que ce soit. Et tout ça, vous voyez, ça s'enchaîne, ça grossit et ça continue. Maintenant, on se rend compte qu'il est impossible de franchir le détroit. Impossible d'en prendre le contrôle. On a peur que si on essaie, on perde des navires. Alors on se retrouve avec ce qu'on appelle, entre guillemets, un blocus. Eh bien voilà une évidence que tout le monde devrait comprendre, y compris M. Rubio.
les pétroliers qui transportent du pétrole vers la Chine, l'Inde et le Japon. China, India, Japan, they are passing through the strait. Ils passent par le détroit. Le pétrole arrive dans ces pays. L'Iran exporte du pétrole, non seulement par le détroit, mais aussi par voie terrestre. Donc l'idée selon laquelle l'Iran serait réduit à un état de pauvreté totale, de panique et d'anarchie, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Alors, à quoi sert le blocus? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on joue à ce petit jeu, aucun navire à destination des États-Unis ou d'Israël, ou battant pavillon américain ou israélien, ne passera par le détroit. C'est clair. Mais tous les autres. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de la Chine, de la Russie, de l'Inde, par exemple, et du Japon, les Japonais, eh bien, sur les 3 premiers pétroliers qui sont passés, ils n'ont payé aucun droit de passage. La Chine, la Russie et le Japon ne paient rien du tout. Les seuls à qui on demande de payer, ce sont les pays qui, d'une manière ou d'une autre, se sont alignés sur nous ou sur les ennemis de l'Iran. Eux, ils paient des droits. Mais même dans leur cas, ils continuent à faire passer du carburant, du pétrole et toutes sortes d'autres produits à travers le Golfe jusqu'à leur destination. Alors franchement, je vois pas à quoi sert ce blocus. Je suis en train de comprendre. Ils ne cessent de dire que ça les paralyse économiquement. On l'entend souvent. Ils en sont persuadés. Je ne vois aucune preuve de ça, vous savez. Tout le monde semble oublier qu'il y a cette immense frontière terrestre. Il y a aussi la mer Caspienne. Tout ça peut entrer et sortir du pays sans aucune interférence de notre part. Au fond, on se berce d'illusions. On vit dans une bulle, et cette bulle nous dit qu'on est en train de gagner. Mais dès qu'on sort de la bulle, tout le monde le sait. Non, ce n'est pas vrai. Tu sais ce qui est vraiment inquiétant, Doug? C'est que Trump est entouré d'assez de gens, une poignée qu'il a choisie, qui sont prêts à continuer de défendre son point de vue. Donc même quand on vient d'entendre la situation actuelle, sur le plan diplomatique, ou sur le fait qu'il se parle à peine, on vient d'entendre Rubio expliquer ce qui se passe là-bas. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui disent « Écoutez, ces discussions ne mèneront à rien de toute façon. Alors passons à l'action militaire. » Voici l'ancien officier de la CIA, Dan Hoffman. C'est très difficile pour nous de poursuivre des négociations sans ça. Quand l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, il dispose d'un énorme levier. Le régime, en ce moment, est entre les mains du général Vahidi et des durs de l'IRGC, et ils avancent clairement vers leurs objectifs stratégiques. Il faut se rappeler que l'Iran est en quelque sorte un partenaire de second rang, mais qu'il fait partie de l'axe des dictatures étroitement alignées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Pour la Russie, comme pour la Chine, l'Iran cherche à réduire, voire à éliminer complètement l'influence américaine au Moyen-Orient. C'est en partie ce qui motive tout cela. Je ne vois pas comment on pourrait redescendre par la voie des négociations sans nouvelle frappe militaire. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'on va devoir reprendre les frappes. Si on veut arriver à un point où nous avons le rapport de force nécessaire pour obtenir l'accord que nous voulons, un accord meilleur que le JCPOA, celui sur lequel le président sera jugé, et sans doute son héritage en politique étrangère, je pense que cela pourrait bien se profiler à l'horizon. Alors Doug, l'idée selon laquelle davantage de frappes nous donnerait enfin le levier dont nous avons besoin, c'est ça, la logique. Bon, regardons un peu ce récit sioniste juif qu'il vient de présenter. C'est un récit qu'on entend partout dans les grands médias aux États-Unis et aussi dans une bonne partie de l'Europe occidentale. Et pour des raisons évidentes. Les gens qui contrôlent ces médias appartiennent à cette catégorie. Ce récit n'est pas exact, il induit en erreur. Mais il souligne quelque chose de douloureusement évident.
On ne peut pas remporter une victoire militaire contre l'Iran en ce moment. C'est tout simplement impossible. Alors que fait-on quand on ne peut pas gagner militairement? En général, on négocie, on essaye d'obtenir le meilleur accord possible. Mais là, on ne peut pas. C'est jugé inacceptable. Toute votre vie, Monsieur le Président, tout votre univers politique sera évalué en fonction de ce que vous ferez dans le Golfe Persique. Eh bien, je reconnais volontiers que nous avons déjà fait dans le Golfe Persique a eu un impact. On découvre qu'on n'est pas invincible. On voit bien que nos forces, qui sont excellentes et capables de beaucoup de choses, ne sont pas faites pour ce qu'on leur demande aujourd'hui. C'est vrai. Et on oublie aussi l'impact énorme que tout ça a sur le monde et sur nous-mêmes, un impact très négatif qui ne peut qu'empirer si on ne change pas les conditions actuelles. On ne peut pas changer ça par la force militaire. Alors que faire? Eh bien, on intensifie les attaques, on vise plus de cibles, on tue plus de gens. Et à la fin, on se rend compte qu'il n'y a plus qu'une seule issue, l'arme nucléaire. Et là, certains diront, eh bien, Monsieur le Président, vous n'êtes pas un homme de parole. Vous n'avez pas de courage si vous n'utilisez pas l'arme nucléaire contre des gens mauvais. Bien sûr, cette question de savoir qui est mauvais et qui ne l'est pas, c'est très discutable en ce moment. Mais je pense que c'est la prochaine étape. Et je crois qu'il est important de garder à l'esprit que ça arrive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette idée est envisagée sérieusement sous quelque forme que ce soit, les conséquences dans le monde entier seront extrêmement profondes. On sait déjà que le Pakistan possède l'arme nucléaire. Bien sûr que oui, ils l'ont depuis de très nombreuses années. Et contrairement à ce que beaucoup imaginaient, les Pakistanais islamistes les plus radicalisés ne s'en sont jamais servis contre qui que ce soit. Ils la considéraient comme un moyen de dissuasion nécessaire pour empêcher une guerre d'extermination menée contre eux par l'Inde. Eh bien, les choses ont évolué de telle sorte que l'Inde aussi dispose d'une force de dissuasion. Et cela a contribué franchement à maintenir la paix sur le sous-continent indien. Aucune des deux parties n'a voulu franchir cette ligne. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Israël, pas nous, mais Israël, s'est engagé dans une guerre de conquête au Moyen-Orient. Son armée est en train de se désagréger. Il y a de gros problèmes de morale. Ils ont perdu beaucoup de monde. La population ne veut plus se battre. Mais ça ne change rien parce qu'ils ont toujours leur aviation. Et la plupart des gens qu'ils attaquent n'ont aucune défense aérienne. Tant que ceux qu'ils visent n'ont pas de défense aérienne digne de ce nom, ils peuvent bombarder à peu près où ils veulent, contre qui ils veulent. Ensuite, cette guerre de conquête est très sérieuse. Il suffit de regarder les uniformes des soldats israéliens. Et on y voit le Sinaï sous contrôle israélien, la Jordanie, des parties du nord de l'Arabie saoudite, la moitié ou plus de la Syrie, une partie du nord de l'Irak et la majeure partie du Liban. Voilà, c'est ça l'objectif. Et en ce moment, un consensus grandit pour dire que ça doit s'arrêter. Ce consensus vient du monde islamique. Les États arabes sont trop corrompus, trop avides et trop craintifs, enfin leurs élites, pour agir. Donc la responsabilité revient aux États non arabes. Les États non arabes qui s'y opposent fermement, ce sont la Turquie, Ankara, le Pakistan et évidemment l'Iran, Téhéran, Islamabad. Ce sont leurs capitales. Ce sont ces États-là qui s'opposent. Et des discussions sont en cours. Certains disent qu'il est temps de remettre, d'une manière ou d'une autre, les armes nucléaires, même temporairement, à l'Iran et à la Turquie. Leur donner ça comme moyen de dissuasion pour forcer la fin de cette guerre. C'est extrêmement dangereux, on le sait tous, parce que M. Netanyahou possède l'arme nucléaire. Tout le monde le sait. On parle d'environ 300 ogives. S'il pense que ça pourrait arriver, qu'est-ce qui l'empêcherait de lancer une arme nucléaire? Réponse rapide. Rien. Absolument rien.
Quelle preuve a-t-on qu'il écoute ce que Washington lui dit, qu'il suive les instructions du président des États-Unis? That he takes instruction from the President of the United States. Rien. Yeah. No, I don't know what's going to happen. Oui, non, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il est important de garder tout ça en tête. Et si on était vraiment sérieux à l'idée de mettre fin à cette guerre terrible, inutile, stupide et autodestructrice avec l'Iran, on couperait immédiatement les vivres aux Israéliens. On leur dirait très bien, vous ne voulez pas participer à un accord négocié que nous sommes en train de conclure avec l'Iran? Soit, vous êtes désormais seuls. Nous allons trouver un terrain d'entente avec les Iraniens. Je pense aussi que les Israéliens, il y a encore des esprits lucides et équilibrés en Israël, diraient « Attendez une minute. Vous voulez dire que les États-Unis refusent de soutenir notre guerre de massacre et d'expulsion à Gaza, au Liban ou ailleurs où nous décidons de la mener. Peut-être qu'on devrait réfléchir à s'arrêter. Parce que combien de temps pourrions-nous tenir dans cette région sans le soutien inconditionnel des États-Unis? Mais nous ne sommes pas encore prêts à aller jusque-là. But we are not ready to go there. But in No. truth, Mais en réalité, c'est bien ce qui doit se passer. Sauf que non, Doug, parce que les néoconservateurs ont encore au moins une dernière cartouche. Voici Hoffman qui explique cette cartouche. Explaining that silver bullet. Il y a beaucoup d'options possibles pour des frappes. Il peut s'agir de frappes contre les installations militaires iraniennes, contre les sites de missiles balistiques ou de drones, ou encore contre le programme nucléaire. Mais il y a aussi les frappes dites de décapitation. Et je suis assez sûr que parmi la large gamme d'options que l'armée américaine étudie, et Israël aussi, il y a d'autres frappes de ce type. En d'autres termes, si la direction actuelle de l'Iran ne veut pas négocier, peut-être que la prochaine le fera. Donc, on peut parler à la nouvelle direction, Doug. Il faut juste qu'on passe à l'étape suivante. C'est ces gens-là qu'on cherche. Après, on pourra régler ça. Tu penses qu'ils misent vraiment là-dessus? They're hanging their hat on that. well, we know from experience how well this works. Eh bien, on sait par expérience que ce genre de choses fonctionne d'une certaine manière. On sait que, dans une entreprise, si on enlève un PDG, on le remplace par un autre. Et si ce nouveau PDG ne fait pas l'affaire, on le remplace encore. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas parce qu'on élimine un certain nombre de personnes en position d'autorité que le monde entier va s'effondrer. On revient toujours à cette fausse idée selon laquelle l'Iran serait, comme je dis, un autre État issu des accords Sykes-Picot. Les États Sykes-Picot, ce sont des pays comme l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, la Syrie et finalement Israël. Des endroits où l'on pense que si on s'en prend simplement aux dirigeants au sommet, tout le reste de la population sera terrorisée et se soumettra. Everybody else will be scared into submission. That's not going to happen in Iran. There is no willingness to see Ça n'arrivera pas en Iran. Il n'y a aucune volonté de voir l'Iran tel qu'il est vraiment. C'est un État au cœur d'une civilisation. C'est une grande nation. Elle existe depuis plus de 2500 ans. Certains diraient même plus. Elle a sa propre culture, sa propre histoire, sa propre manière de vivre. Elle dispose d'un capital humain très élevé. Il y a là-bas des gens brillants, capables d'opérer à un niveau très avancé dans des domaines comme la fusée, l'armement nucléaire, l'informatique sous toutes ses formes, le cyberespace, l'intelligence artificielle, tout ça. Il faut arrêter de faire comme si l'Iran valait moins que ça. Ce n'est pas le cas. pretending that Iran is something less. It's not. It is a major power. And it is coming C'est une grande puissance. Et elle est en train de reprendre vie d'une manière que, franchement, personne n'avait imaginé quand cette guerre a commencé. Chaque jour qui passe, elle devient une puissance encore plus importante. Elle sait très bien le levier qu'elle détient et elle n'a aucune intention de se retirer dans un coin, terrorisé. Ça n'arrivera pas. On a déjà connu ça avec la Russie. Vous savez, on disait « la Russie est faible, la Russie va s'effondrer, la Russie est corrompue, la Russie ceci, la Russie cela ». Eh bien aujourd'hui, la Russie est plus forte qu'elle ne l'a jamais été, en tout cas de mon vivant, depuis 30 ou 40 ans. Alors non, c'est insensé.
C'est complètement fou. Ça n'a aucune chance de réussir. On fait ce genre de stratégie de décapitation depuis toujours. We've been doing this decapitation thing forever. And Doug, you would say Doug, tu dirais, enfin je suppose que tu dirais, que l'Iran est dans une position plus forte, meilleure qu'avant cette guerre. than they were before this war. Strategically, without question. And D'un point de vue whatever stratégique, damage sans aucun they've doute. sustained, Et quels que soient les dégâts qu'ils ont subis, ils savent qu'ils peuvent s'en remettre. we don't seem to understand. Nous, on ne semble pas comprendre ça. Ils vont rebondir. Ils rebondiront sans doute plus fort et plus efficaces que jamais auparavant. Leur société est aujourd'hui bien plus soudée. Je dirais même qu'elle l'est probablement plus que la société israélienne à ce stade. Than the Israeli society at this stage. Doug, you had sent me Tu m'avais envoyé une analyse sur le gaz de Paul Sankey. Laisse-moi te faire écouter l'extrait de ce qu'il disait. from what he was putting out. US gasoline inventories, they are absolutely Les stocks d'essence aux États-Unis sont en train de chuter de façon spectaculaire. Ce qu'on observe, c'est la plus forte baisse sur 13 semaines jamais enregistrée depuis le début de la série. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 13 semaines précédentes, on avait au contraire connu une hausse record. Autrement dit, on partait de niveaux de stock très élevés. Mais là, clairement, ce qu'on voit sur l'essence américaine, c'est une baisse extrêmement rapide. Et la plupart d'entre nous regardent vers la période de juin à juillet. C'est-à-dire, à mesure que juin avance et qu'on entre dans juillet, comme le moment critique où l'on pourrait toucher le fond des réservoirs. as getting critical for when we hit the bottom of the tanks. I think Paul Sankey is right. He's not the only Je man pense que saying Paul Sankey a raison. Ce n'est pas le seul à le dire, mais c'est quelqu'un qu'il faut écouter. Il a beaucoup d'expérience dans ce secteur. Et ce qu'il dit, c'est que si on continue sur la trajectoire actuelle, on va toucher le fond, probablement entre la mi- et la fin juillet, ou au plus tard début août. Et la raison, c'est qu'on vend une partie des réserves stratégiques de pétrole. Le but, c'est de faire baisser les prix, surtout ceux de l'essence, mais aussi du kérosène. Certaines de ces ventes se font à l'intérieur des États-Unis pour un usage national, et d'autres sont réalisées pour venir en aide à des partenaires à l'étranger. are being executed to help friends overseas. Remember, these are all the people like the Japanese, the Koreans, Souvenez-vous, and others toutes ces nations, comme le Japon, la Corée et d'autres, n'ont jamais été consultées sur cette idée absurde d'aller en guerre contre l'Iran. Mais on va bientôt manquer de toute forme de flexibilité. Et je pense qu'on va arrêter très prochainement toutes les exportations de pétrole brut iranien, à quelques exceptions près. Par exemple, le pétrole de schiste, qui demande un raffinage particulier que nous ne pouvons pas assurer. Mais à part ça, je pense qu'on va assister à une sorte d'embargo auto-imposé, où plus rien ne sera exporté. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui va arriver à notre économie? L'acier et le pétrole ont toujours été, depuis plusieurs siècles, les grands indicateurs de la force, de la prospérité et de la puissance d'un pays. Et ces indicateurs aujourd'hui ne sont pas du tout encourageants. And then we came Et puis à tout ça, on peut jeter toute la question des engrais. fertilizer. Oh, God. You know, it's so interesting. Oh mon Dieu! How do you get it Vous savez, c'est fascinant. Comment faire comprendre aux gens que finalement, les engrais, c'est la vie? Cette énergie verte, cette révolution verte qu'on a connue dans les années 50, 60, a vraiment changé le monde. Elle a doublé la population de la planète. On a réussi à nourrir des gens à une échelle qu'on n'aurait jamais imaginée. Mais sans l'azote, le phosphore et les autres éléments, on est dans une situation très difficile. Et ce qu'on ne plante pas aujourd'hui, on ne le mange pas dans 6 mois. Il faut du temps pour que ces chaînes d'approvisionnement se remettent en marche. And it takes time for these supply chains to mobilize. Those supply chains are in trouble. Why? Well, Ces chaînes d'approvisionnement sont en difficulté. what are they Pourquoi? going to do? They've got to Eh bien, les camions roulent au diesel. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent livrer tout ça. C'est inquiétant. Et c'est pour ça, écouter quelqu'un comme Rubio qui balance ce genre de slogans creux et de promesses vides, c'est vraiment troublant. Parce que personne ne veut faire peur aux gens. Mais franchement, les gens devraient avoir peur en ce moment. Parce qu'en attaquant l'Iran, on ne s'est pas seulement fait du tort à nous-mêmes.
On a mis une grande partie de la population mondiale en très grand danger. We put a large portion of the world's population at very high risk. Disrupted the whole. Ça a bouleversé le monde entier. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien côté approvisionnement, mais ça ne va pas durer. But that's not going to hold. Well, nobody pays attention to the numbers of farmers. Personne ne fait attention au nombre d'agriculteurs qui déposent le bilan. Ils n'ont plus les moyens d'acheter de l'engrais. Les prix explosent. À quoi sert un engrais qu'on ne peut pas se payer? Jusqu'où peut-on subventionner? En ce moment, en Inde, ils subventionnent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de contenir la situation. Mais même eux, le gouvernement s'inquiète. Dans les prochains mois, combien de temps ça peut encore tenir avant que tout s'effondre? Il y a d'autres choses à faire. Vous savez, on a besoin de plus d'énergie nucléaire. Soyons francs, c'est vital, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a des sources d'énergie verte qu'on peut relancer? Oui, bien sûr qu'il y en a. Power that you can reinvigorate? Yeah, sure there are. But you're going to need to do a lot more with coal. Mais il va falloir en faire beaucoup plus avec le charbon. Souvenez-vous, le charbon, c'est cette chose soi-disant maléfique dont tout le monde veut se débarrasser. C'est sale, c'est mauvais, c'est dangereux. Eh bien, les Indiens, et je crois aussi les Japonais, vont dans cette direction. En Chine, je sais qu'ils le font déjà. Ils liquéfient le charbon. C'est possible et ça fonctionne. On va devoir faire tout ça. Mais il faut qu'à Washington, on ressente non seulement un sentiment d'urgence, mais carrément d'urgence absolue. Et moi, je ne le vois pas. Je n'en vois aucune trace, ni chez le président, ni chez qui que ce soit d'autre. Parce que la première chose que tout conseiller du président devrait lui dire chaque matin, c'est « Monsieur, mettez fin à la guerre. Sortez. Arrêtez. On réglera les détails plus tard. Pour l'instant, il faut partir. » We'll sort the details later. Right now, we need to get out. He's already kicked those. Il a déjà viré ces gens-là, Doug. Il n'ira pas se retrouver en face de qui que ce soit qui oserait seulement suggérer ce que tu viens de dire. What you just suggested. Oui, je crois bien. You know, just yesterday, Doug, I know you released the national conversation. Tu sais, justement hier, Doug, je sais que tu as sorti cette discussion nationale intitulée « All for What ». Tu y entres vraiment dans le détail sur ce qu'il faut faire, sur ce qui devrait déjà être en train de se faire. Et j'aimerais qu'on pose un peu le contexte avant que tu reviennes sur ce dont tu parlais dans cette vidéo avec Megyn Kelly, qui était justement invitée sur un podcast hier. Et tu sais à quel point elle était proche du président pendant un an. Elle a fait campagne pour lui. Elle a pris la parole dans ses meetings. C'était une vraie, disons, fidèle du mouvement MAGA. Voyons maintenant comment Megyn Kelly décrit le mouvement MAGA aujourd'hui. Depicting the MAGA movement at this present time. Depuis le début, c'est lui qui a défini ce qui est ou n'est pas le mouvement MAGA. Et il m'a dit personnellement, les partisans de MAGA ressentiront ce que je veux qu'ils ressentent. Je leur dirai comment se sentir à propos de telle ou telle chose, et ils le feront. Et là-dessus, il a eu totalement raison. Le problème pour Trump aujourd'hui, c'est qu'il a fini par définir MAGA, littéralement, comme ceux qui sont d'accord avec Mark Levin. Si vous n'êtes pas d'accord avec Mark Levin, alors vous n'êtes pas MAGA. Ce qui veut dire que vous devez être un néoconservateur dont la principale préoccupation, c'est l'intérêt d'Israël. Et ça réduit MAGA à presque rien. Il n'en reste qu'un noyau. Alors c'est quoi ça? C'est pas grand, c'est pas important, c'est pas cool, ce n'est pas attirant pour les jeunes, ça n'a pas d'avenir. Un peu comme Mark Levin lui-même, c'est vieux, c'est en colère et c'est en train de mourir. Donc ces gens-là, les fidèles jusqu'au bout, ceux qui ressentent exactement ce que Trump veut qu'ils ressentent, ce sont eux qui t'attaquent parce que tu dis ce que tu penses de Thomas Bassey. Ils ont le droit à leur opinion, bien sûr, mais ils ne représentent pas le Parti républicain. Ils ne représentent pas la droite. Et ils ne représentent certainement pas l'avenir. Les gens commencent à se réveiller. Et certains de ses plus fervents partisans, ses fidèles, sont devenus exactement ce que Megyn, dans ses propres mots, a décrit. Ce n'est pas justement ce que tu disais. Et tout ça, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Amérique?
what's going on in America right now. I tried to answer and urged everybody to ask. J'ai essayé de répondre et j'ai encouragé tout le monde à poser une question toute simple. Qui nous gouverne? Ça peut sembler idiot à certains, mais il faut qu'on se la pose. Qui nous gouverne? Qui dirige ce pays? Qui décide des réponses aux grandes questions? Ce n'est certainement pas le peuple américain. Rien de ce qui se passe en ce moment n'est quelque chose pour lequel les Américains auraient voté. Et ils commencent à comprendre qu'en réalité, ça ne change strictement rien pour qui on vote, parce que les deux partis sont prisonniers des mêmes lobbies. On parle surtout du lobby pro-israélien et des milliardaires qui le soutiennent. Ça en fait partie, oui, mais il y en a d'autres, dans l'agriculture, dans la haute technologie et dans bien d'autres domaines encore. Il y a énormément de lobbies qui interviennent sur les grandes questions de politique publique. Le peuple américain, lui, n'est pas représenté. Les Américains doivent comprendre que s'ils veulent être vraiment représentés, si quelqu'un doit se lever pour eux, défendre leurs intérêts et agir en conséquence, alors il faut qu'ils prennent une nouvelle direction. Et c'est exactement ce que veut cette conversation nationale. Nous voulons poser les bases d'un mouvement tiers, d'un troisième parti. Nous voulons voir jusqu'où il peut aller, combien de personnes nous pouvons rallier, comment les recruter et faire en sorte que ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, mais je pense que ça va avancer plus vite que jamais, parce que la souffrance que subit le peuple américain va encore s'aggraver dans les mois à venir. Et des gens au gouvernement ont balayé ça d'un revers de main en disant « Oh non, non, ce n'est pas un problème. On peut imprimer plus d'argent, on peut continuer encore 10 ans avant que quoi que ce soit n'arrive. » Eh bien, regardez le marché obligataire en Grande-Bretagne en ce moment. Regardez ce qui se passe à Londres. Ce gouvernement ne tient qu'à un fil. Nous suivons le même chemin. Ces choses-là ne sont pas maîtrisables. Et l'idée de simplement imprimer plus d'argent pour résoudre tous les problèmes, c'est une impasse. Donc je pense que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire ici. Amener les gens à comprendre que nous avons, en réalité, été pris en main par une minorité de personnes très riches qui décident de tout. Ils ne se soucient absolument pas de nous, quelles que soient les circonstances. Alors ça doit s'arrêter. Mais la seule façon d'arrêter ça, ce n'est pas d'aller à Washington pour demander de l'aide à ceux qui ont créé le problème. Ils ne feront rien pour nous. Ce n'est pas dans leur intérêt. Regardez tous ces cas de délit d'initié. Les gens disent « on va donner une chance aux démocrates ». Ils ont déjà eu leur chance, plusieurs fois. Et rien n'a changé. Quelle est la différence entre Tony Blinken et Marco Rubio? Aucune. Aucune. Réveillez-vous. Ces gens-là sont tous achetés et payés. Il va falloir qu'on s'en éloigne. Alors, certains me demandent, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Quelqu'un m'a dit, Doug, ça va coûter très cher. J'ai répondu, oui, c'est vrai, et il faudra des gens avec de gros moyens pour soutenir ça. Mais c'est possible. Il faut le faire, non? Oui, je crois bien. Sinon, on ne tiendra pas longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est construire une nouvelle république. L'ancienne est à bout de souffle. Il n'y a rien de mal à ça. Toutes les grandes puissances, toutes les grandes nations passent par là. Il faut simplement bâtir une nouvelle république. Amen. Je veux inviter tout le monde à aller sur MacGregorWarrior.substack.com. C'est là que vous trouverez tout le travail de Doug, tous ses écrits. Tout est disponible pour vous là-bas. Oui, on va ajouter de nouvelles choses très bientôt et je tiens à remercier tout le monde pour ses retours. Ça a été vraiment très utile. Ah oui, rien de tel que de recevoir des commentaires, hein, Doug? Les gens n'ont vraiment pas peur de dire ce qu'ils pensent, surtout quand on se rend disponible pour eux. Je les lis et je suis vraiment reconnaissant parce que la plupart sont très solides, très réfléchis
Vous savez, il y en a très peu qui sont juste vulgaires, méchants ou obscènes. Ceux-là, on les laisse passer. Et on ne s'inquiète pas trop des menaces de mort. Ce genre de choses, ça existe toujours. Il y a toujours quelqu'un qui me menace dans un supermarché ou ailleurs. Très bien. D'accord. Mais je ne vais pas vivre dans la peur à cause de ces absurdités. I'm not going to live my life in fear of that nonsense. Hardly, no. Listen, you know you're doing Pas vraiment. Écoute, tu sais que tu fais quelque chose de bien quand les menaces de mort commencent à arriver, parce que ça veut dire que tu représentes une menace. Et c'est exactement ce que tu es. Doug. D'accord. Très bien, Doug. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant pour ton aide. J'apprécie toujours ton point de vue. Merci encore. On se revoit la prochaine fois. Merci, Gary. Thank you, Gary. Don't forget to tell your friends. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, ceux qui adorent écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez. Ils peuvent le trouver là où ils écoutent déjà leur podcast. Il suffit juste de leur dire. You just got to tell them.